Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Juliette. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci, ça me fait très plaisir d'être là. Juliette, on s'est rencontrés aux 5 ans du podcast Le Tilt, animé par Léa Audrin. On lui fait un petit coucou. Dans le cadre de cette soirée des 5 ans, tu avais témoigné de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui avec l'effet Kintsugi et d'un thème qui te porte aujourd'hui, qui est l'accompagnement des femmes et des entreprises autour du sujet de la séparation familiale. 2 choses m'ont marqué chez toi, dans ton discours et dans ce que tu renvoies. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée sur Chef aujourd'hui. La première chose qui m'a marquée, c'est ton parcours professionnel dans des grandes entreprises internationales, donc dans lesquelles tu as évolué en marketing et en communication. J'ai ressenti ton engagement dans ce parcours et puis aussi ton engagement auprès des équipes, puisque tu étais chef dans cette carrière-là. Et voilà, ton engagement auprès de tes équipes et un certain plaisir que tu as eu à endosser ce rôle. Et puis, l'autre chose qui m'a marquée, qui m'a parlé, qui a résonné aussi avec mon parcours, c'est un chemin de vie plus personnel qui t'a emmené à un certain point de rupture. Et ce point de rupture t'a invité à changer un peu ton parcours, un peu, même complètement ton parcours, à te recréer une nouvelle direction et à repenser ta vie. Et j'aime bien aussi parler de ces sujets-là sur Chef, à la fois parce que j'aime bien explorer ce que c'est qu'être chef de sa vie. Et je sais que beaucoup de chefs qui nous écoutent aspirent à être davantage chefs de leur vie, donc j'ai envie de leur apporter des inspirations, des témoignages de personnes qui ont, à un moment donné, vraiment repris le contrôle de leur vie et décidé de leur destin. Et puis aussi des thèmes qui permettent à des chefs encore d'entreprise, des managers, des leaders, d'accompagner leurs collaborateurs dans certains moments de leur vie. Et donc, en l'occurrence, avec toi aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la séparation. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour cette intro. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ma première question pour rentrer dans le vif du sujet, quelle est ta compréhension du rôle de chef ? Ça veut dire quoi pour toi être chef, Juliette ?
Pour moi, être chef, déjà, c'est pas juste une question de titre ou de poste. C'est avant tout une responsabilité. Moi, je vois ça comme vraiment la responsabilité de faire avancer, de développer les choses, les projets, les gens, les idées, avec exigence, mais aussi avec humanité. Et c'est être lucide sur son impact, y compris en dehors des murs de l'entreprise. Parce que je pense pas qu'on soit chef que d'une équipe. On est forcément aussi chef de ses choix, sa voix, ses valeurs. Moi aujourd'hui, je suis chef de mon projet, donc l'effet Kintsugi. Je suis chef, je dirais avec les tripes, authentique, mais comme je l'ai toujours été, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et par contre, à la maison, je n'ai pas le rôle de chef. C'est un rôle qui tourne régulièrement, surtout avec les deux enfants qu'on a ici. Ça veut dire quoi? C'est un rôle qui tourne à la maison? Eh ben, c'est-à-dire que des fois, il y a la manière dont je pense qu'il faut qu'on avance et les choses qu'il faut qu'on fasse ou comment on doit dîner le soir. Et puis, il va se passer des choses dans ce que je vais appeler ici l'équipe, donc avec mon conjoint, mes enfants. Et puis, on va prendre une route complètement différente, mais qui fera qu'on arrivera sur quelque chose qui va satisfaire tout le monde et nous faire avancer quelque part. Bon, sur les repas, forcément, ça nous fait juste avancer dans le temps, mais ça reste quand même des moments d'échange qui sont hyper enrichissants et qui font que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que cette casquette soit pas celle que je porte seule à la maison. Je le disais en introduction, tu as été manager, leader dans des entreprises, dans des grandes entreprises même internationales, quand tu occupais un rôle de marketing et de communication. Qu'est-ce que tu retiens de cette vie de manager? Ce que je retiens, c'est que déjà être manager, ça s'apprend, c'est une vraie fonction à part, quoi. Mais c'est surtout, je parlais de cette histoire de responsabilité, c'est aussi assumer ses choix et les incarner aussi, même quand ils sont inconfortables. Peu importe l'équipe, c'est arriver à composer avec ce qui arrive et rester aux commandes malgré tout pour arriver à la destination qu'on pense être la bonne. Je disais aussi en introduction que pour moi, tu incarnais une personne qui était chef de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être chef de sa vie? Eh ben, je te parlais d'assumer ses décisions, les bonnes et les mauvaises. Pour moi, c'est vraiment ça. Je vois ça comme naviguer sur un voilier. Parfois, tu vogues tranquille, tout va bien, puis tu changes de direction. Parfois, tu as des tempêtes qui arrivent et t'as pas forcément vu venir. Mais t'es toujours sur le pont, t'es toujours en train d'ajuster ta voile pour avancer. Et du coup, je crois qu'être chef de sa vie, c'est pas une posture de pouvoir, c'est une posture d'alignement qui va demander de la souplesse, du courage et un peu d'autodérision aussi pour naviguer tranquillement. Et dans quelle mesure aujourd'hui tu te sens chef de ta vie? Aujourd'hui, je me sens chef de ma vie parce que je suis plus alignée professionnellement avec mes valeurs. C'est quelque chose que j'avais perdu en chemin et j'ai eu je vais appeler ça une opportunité maintenant, mais à l'époque, je voyais pas du tout ça comme une opportunité. Mais cette opportunité, voilà, de faire un changement euh, radical sur ce que je faisais avant et de remettre aussi en cause toutes les croyances que j'avais sur ce que doit être ma vie et comment je dois me comporter et d'arrêter d'écouter tout ça et de me dire je vais faire un choix pour moi qui va avoir un impact sur les autres aussi, mais je pense que ça sera un impact qui sera au final positif pour tout le monde, donc je le fais. Et c'est pour moi ça, être chef de ma vie, c'était vraiment cette corrélation très très forte entre le professionnel et le personnel et aujourd'hui tout est mêlé et c'est ça que j'adore. Tu as créé l'effet Kintsugi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu portes à travers ce projet et comment tu es venu à ce projet, puisque j'ai parlé d'éléments de rupture précédemment, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton histoire? Et ben, t'as tout à fait raison. Ce projet, il est vraiment né d'un point de rupture. Donc pour le comprendre, je vais devoir te raconter un peu ma vie, forcément. Donc j'espère que t'es prête pour un épisode à la Netflix. Je suis prête.
Enfin, voilà, ça commence avec moi qui pensais avoir tout bien fait, coché toutes les cases comme il fallait, les études, le CDI, la maison, les 2 enfants, le mariage, enfin un vrai début de scénario de téléfilm de Noël. Et un jour, la première boîte dans laquelle j'avais passé 7 ans me rappelle et me propose un poste en expat. Ce qui était super parce que c'était mon rêve depuis hyper longtemps. Mais mon mari veut pas, donc je décide de refuser parce que pour moi il n'était pas question que je l'embarque là-dedans si c'était pour qu'il subisse le quotidien. On était une famille, si j'estimais que s'il y en avait un des deux qui allait pas, ça allait de toute façon pas pouvoir fonctionner pour l'équilibre familial. Ceci dit, ça n'a pas empêché qu'ils mettent les voiles quelques mois plus tard. Donc là, j'espère que tu vois le clin d'œil avec le capitaine de voilier de tout à l'heure. Et donc j'ai pris un mur de plein fouet. J'avais 2 enfants, un job à plein temps que j'ai pas quitté du coup, une maison à gérer toute seule, la charge mentale qui explosait et puis j'étais en flip constamment. Et j'avais aussi ce sentiment que personne ne pouvait me comprendre. Je me suis sentie hyper isolée, bien entourée, mais hyper isolée. Sauf que il fallait bien avancer, donc je me suis accrochée par fierté, par instinct, par nécessité surtout, mais j'étais en apnée en fait tout le long. Et quelques mois après la séparation, donc, ma première boîte est revenue à la charge avec une proposition que je pouvais vraiment pas refuser cette fois-ci. Ils me proposaient un job intéressant en télétravail avec une équipe internationale, un meilleur salaire. Donc cette fois-ci, j'ai accepté. Surtout parce que je voulais nous mettre les enfants et moi à l'abri. Donc j'ai bossé d'arrache-pied sur ce job avec des grosses responsabilités et en même temps je devais gérer le quotidien avec des enfants qui étaient encore en bas âge et les joies et les contraintes qui vont avec ce type de quotidien qui a d'ailleurs changé puisque je suis passée d'une garde alternée à une garde exclusive lorsque mon ex-mari a déménagé plus loin avec sa nouvelle compagne. Donc c'est un changement qui est quand même hyper important sur la vie qu'on mène en général. Et côté boulot, pour autant, je me suis pas désinvestie parce que c'est quelque chose qui est hyper central pour moi dans ma vie, mon travail. J'avais de la reconnaissance aussi. J'ai reçu, par exemple, 2 awards pour mon travail. J'ai été étiquetée dans cette société, ce qu'ils appelaient High Potential. Donc j'avais aussi une charge de travail qui amplifiait, mais qui était de plus en plus compliquée à gérer avec ma réalité. Et ce mode de vie combiné au bonus manager toxique, ça m'a coûté hyper cher parce que après 3 ans en poste, je me suis surprise à dire un soir non mais en fait là j'ai envie de dormir longtemps et je sais même pas si j'ai envie de me réveiller. En fait, je voulais juste que tout s'arrête quoi. J'étais arrivée au bout. Donc le lendemain, j'ai eu rendez-vous chez le médecin et puis j'ai été mise en arrêt, ce qui était précisément ce que je voulais éviter parce que j'étais détruite quoi. Enfin mentalement, j'avais l'avenir financier que je gérais là qui était hyper compromis. Je savais plus comment me comporter avec mes enfants et puis j'avais honte aussi parce que c'était un autre échec qui arrivait dans la vie quoi. Sauf que en fait cet arrêt il m'a permis aussi de ralentir, de me faire aider, de prendre du recul et de réaliser que ce que je vivais là, il y avait aussi des milliers d'autres femmes qui étaient dans la même situation et qui le vivaient aussi en silence. Et c'est là qu'a germé vraiment l'effet Kintsugi parce que j'ai rencontré plein de femmes, j'ai rencontré plein de femmes aussi tout au long de ma carrière et elles se sont heurtées à des murs invisibles lorsqu'elles se sont séparées. Pour celles qui se sont séparées, bien sûr, parce que j'ai pas rencontré que des femmes séparées non plus. Mais donc c'est toute cette charge mentale qui explose, la carrière qui freine, le déséquilibre financier qui arrive presque instantanément. Tout ça, je me suis dit, en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces transitions de vie, elles soient pas synonymes de déclassement social et professionnel, mais au contraire que ça devienne une opportunité d'évoluer, aussi bien pour elles que pour leur entreprise.
Et du coup, j'ai voulu que la réponse soit oui, et c'est ce à quoi je m'emploie aujourd'hui. Donc l'effet Kintsugi, finalement, c'est une réponse. C'est une réponse à toutes celles qu'on n'a pas vues, à toutes celles qui ont tout donné, mais qu'on a oublié dès qu'elles rentraient plus dans le moule. Et le Kintsugi, c'est vraiment cet art japonais de réparer les céramiques brisées avec des feuilles d'or. Et c'est ça que je veux faire en fait, c'est avancer sans nier les cassures et faire en sorte que ces choses qui étaient abîmées, ça soit quelque chose qui soit unique et qui soit même encore plus beau qu'avant. C'est ça que je veux faire avec ces femmes, avec ces mères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'effet Kintsugi, donc c'est du coaching individuel pour ces femmes-là. C'est aussi les formations RH pour les managers aussi, pour accompagner les salariés qui sont dans ce cas, parce qu'il faut aussi savoir réagir lorsqu'on a une personne de son équipe qui est dans ce cas-là. Et des ateliers collaboratifs pour co-construire des solutions concrètes et faire évoluer les politiques de l'entreprise. Donc, si je résume, mon but avec l'effet Kintsugi, il est clair, c'est vraiment que la séparation devienne une opportunité d'évoluer et que ça soit un virage qu'on peut traverser sans y laisser ni son ambition, ni sa santé. Ça m'émeut en t'écoutant parce que j'ai lu un livre au moment d'une période difficile de ma vie qui n'a rien à voir avec la séparation, mais qui était, enfin rien à voir, qui était une fausse couche. Donc c'était quand même une période difficile et après cette fausse couche, j'ai eu des gros problèmes de dos, donc j'ai été alitée pendant 3 semaines avec des grosses douleurs. Et j'ai lu un livre, donc ce livre s'appelle La patience des traces de Jeanne Benhamer, et c'est l'histoire d'un psychiatre qui vit à Biarritz, qui arrive à un point de rupture de sa vie. Il a besoin de prendre le large et il part au Japon. Il part sur une petite île du Japon, dans une maison d'hôtes tenue par 2 Japonais qui parlent absolument pas français, 2 personnes assez âgées, qui lui apprennent l'art du kintsugi. Et donc en t'écoutant, je me dis mais j'y avais même pas pensé en t'invitant sur Chef, mais c'est vrai, ça a été vraiment un livre fondateur pour moi que j'offre à toutes les personnes qui traversent une période difficile. Donc je comprends aussi mieux pourquoi ton histoire, je pense, m'a touchée inconsciemment. Il y avait ça faisait aussi écho à cette période-là de ma vie. Merci déjà de témoigner de ça à mon micro, Juliette. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet de la séparation, et à la fois à travers toi, ce que tu as vécu personnellement, et puis la manière dont tu accompagnes les femmes. Pourquoi le sujet de la séparation, c'est un sujet qui touche la vie professionnelle? Déjà parce que la séparation, c'est pas juste une histoire de cœur, c'est vraiment un tournant de vie qui va hyper vite et qui impacte tout. L'énergie, l'organisation, la concentration, l'ambition aussi, les finances et même plus largement, je dirais, sa propre identité, parce que c'est une identité qui est en réécriture finalement. Quand tu deviens mère solo, tu passes en mode survie, que tu le veuilles ou non de toute façon. Et ce mode-là, c'est un mode qui est vraiment difficilement compatible avec le modèle de l'employé classique tel qu'on l'attend ou tel qu'on l'était avant cet événement. Pour moi, par exemple, c'était un vrai casse-tête de gérer mes réunions avec les US alors que l'école finissait à 16h30. J'avais aussi un jour un gros lancement de produit à faire. C'est un lancement qui était en visio. Et je croisais les doigts quand j'ai fait ce lancement pour que mes enfants passent pas en slip derrière moi, parce que, évidemment, ce jour-là, la babysitter m'avait lâchée. Et donc, je ne le voulais pas, mais le perso était en train de déborder sur les pros. Et finalement, la question, c'est vraiment comment tu fais quand tu es dans cette situation-là pour continuer à être perçu comme fiable, alors que tu as des contraintes que finalement personne ne voit ou personne ne veut voir. Et la séparation, elle a des conséquences sur l'entreprise parce que elle engendre plein de choses. C'est les talents qui s'éteignent ou qui vont s'absenter. Tu vas être en arrêt plus ou moins longtemps, ou même qui vont partir dans le pire des cas. C'est la productivité qui va baisser, les performances qui vont baisser aussi.
Ça a un impact sur les équipes aussi, parce que c'est des équipes qui vont être désorganisées, il va y avoir des tensions internes qui vont apparaître. Et c'est aussi un sujet financier pour l'entreprise, parce que ça vient avec des coûts cachés qui sont assez importants. Par exemple, si tu prends le coût de remplacement d'un salarié, il varie entre 25 et 250% du salaire annuel de l'employé que tu remplaces. À ça, tu ajoutes donc la perte de compétences, le transfert de charges sur les autres employés, le temps passé à recruter, à former. Enfin, la liste est très longue finalement. Donc le problème, c'est pas la séparation en soi, c'est qu'on n'a rien prévu pour l'accompagner. Il n'y a pas d'outils, pas de cadre, aucun réflexe managérial. Et pourtant, c'est quand même une situation qui est de plus en plus commune, parce qu'il y a une famille sur 4 qui est monoparentale aujourd'hui, et dans 82% des cas en plus, c'est une femme qui en est à la tête. Donc on parle pas d'un cas isolé là, on parle d'un véritable changement dans la société, mais aussi d'un angle mort RH qui serait temps de traiter vraiment comme un vrai sujet de carrière, parce que les entreprises, elles ont tout à y gagner à anticiper ça, plutôt que d'être en mode réactif ou en mode survie, comme la femme peut l'être dans la séparation. Oui, parce que ce que j'entends dans l'impact de la séparation, quand on est employeur, on se rend pas compte du tsunami que c'est dans la vie de la personne quand on n'est pas soi-même passé par là. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans le cadre d'une séparation? Par quoi tu passes émotionnellement, de manière pragmatique, pratique, concrète, logistiquement, etc., pour qu'on comprenne mieux, en tout cas, l'impact que ça a dans la vie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice? Ben déjà la séparation, bon, il n'y a pas de parcours universel. La forme et la durée vont forcément varier d'une personne à l'autre, mais il y aura un processus qui va se mettre en place, qui va reposer sur les mêmes piliers. Le premier, finalement, ça va être le choc, le moment où soit tu annonces ou alors on t'annonce la séparation. C'est ce moment où je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un mur. Parce que la séparation, vraiment, elle soit choisie ou subie, c'est toujours hyper violente. Il faut l'encaisser, il faut faire comme tu peux, et puis il faut dérouler tout de suite derrière la partie logistique. Il faut déménager, est-ce qu'il faut changer les enfants d'école, comment on fait pour la garde, qui prend quoi, comment on organise les visites, qui s'occupe de quoi, etc., etc. En fait, tu passes dans une espèce de machine à laver où il faut être partout sur tous les fronts, et puis quelque part il faudrait tout savoir pour t'en sortir relativement debout, et c'est hyper compliqué. Tout va hyper vite, et en même temps t'as pas envie de lâcher ton job non plus, parce que t'as pris un engagement aussi avec la société auparavant. Et finalement, ce qui arrive au bout d'un certain temps, c'est la phase de stabilisation, mais qui est une stabilisation que tu sais temporaire finalement. C'est là aussi où tu as le mode survie, parce que tu as plus ou moins géré ton logement, tes enfants, l'organisation, sauf que tu continues de faire des listes dans ta tête à 3 heures du mat, parce que faut pas que tu oublies de faire X, Y et Z, et au boulot, il faut pas non plus que tu oublies de faire tel truc pour telle personne dans ton équipe, par exemple. Donc cette stabilisation, c'est finalement le moment où tu commences à sortir de cette machine à laver, mais tu es encore sonné. Et ensuite arrive le moment où tu peux prendre un peu de recul, et tu commences à te dire, bon, bah, ok, la séparation est actée, très bien, on commence à avoir un quotidien plus ou moins stable, mais finalement, qu'est-ce que je garde dans cet épisode? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je veux maintenant? J'ai plus envie de subir ma vie, j'ai envie d'en reprendre le contrôle. Et c'est là aussi que tu peux s'enclencher la transformation, c'est quand tu as commencé à répondre à ces questions-là. C'est pas un grand bouleversement magique qui arrive d'un coup, c'est des ajustements que tu vas faire petit à petit pour arriver vers des choix qui sont plus alignés avec tes ambitions personnelles, mais tes ambitions professionnelles aussi. Quand tu commences finalement à retrouver une force et la confiance en toi que tu avais perdue en chemin. Oui, et là, tu nous décris le schéma un peu, logistique d'organisation de la vie de famille, mais il y a aussi tout un impact émotionnel, psychologique, j'imagine. T'as passé toute une partie de ta vie à la tricoter avec l'autre,
et ensuite tu passes une autre partie de ta vie à la détricoter pour retricoter quelque chose d'autre, mais dans un état émotionnel très nouveau. J'imagine que personne se projette, encore moins quand on a des enfants, se projette divorcé dans 3, 4, 5, 10, 15 ans. Donc il y a quand même un effet de choc, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ça, encore une fois, de ce que toi tu as vécu et puis de ton point d'observation, de ce que tu observes chez les femmes avec qui tu échanges quotidiennement, que tu accompagnes autour de ce sujet-là, l'émotion, la charge émotionnelle au moment de la séparation, elle se matérialise, elle se vit comment? Elle est hyper lourde, cette charge émotionnelle. Elle te fait faire des choses aussi qui font que tu as du mal à te reconnaître. Je vais te donner l'exemple que j'ai vécu. Je peux aussi te donner l'exemple d'autres femmes. Euh, Moi, quand je me suis séparée, je me suis dit immédiatement, il faut pas que ça impacte mon travail. Absolument pas. C'est pas du tout ça. La frontière entre le pro et le perso, elle doit rester hyper nette et encore plus maintenant. Je l'ai dit à quelques collègues avec lesquels je travaillais et dont j'étais vraiment proche parce que j'avais aussi besoin de le dire et de le réaliser, parce que le dire, c'est aussi euh, lui donner la réalité à cet événement. Et en fait, c'est une grosse connerie de faire ça parce que, par exemple, je voulais pas en parler à mon chef. Sauf que mon comportement, il avait changé malgré moi. Et il est arrivé ce jour où il me convoque dans son bureau et puis il me dit mais qu'est-ce que t'as? Enfin, tu t'es pas pareil, t'es vachement plus expéditive, tu souris plus, voilà. Et je lui ai répondu écoute, moi ce que j'ai, c'est que je divorce. Et il y a eu un gros moment de malaise juste après parce que lui, forcément, on s'attendait pas à recevoir un truc comme ça. Et moi, j'avais pas réfléchi à ce que je voulais de l'après, quoi. Une fois que j'avais lâché cette bombe, finalement, j'attendais quoi de lui? Je le savais même pas. Et ça, c'était hyper bizarre pour moi parce que je me suis dit, mais c'est pas moi. J'emmène pas mes problèmes de la maison au travail d'habitude. Et là, j'étais forcée de le faire. Sauf que dans cet épisode-là, quelque part, j'ai eu de la chance parce que mon chef, c'était quelqu'un qui s'était séparé aussi et donc qui avait vécu tout ça quelques années auparavant. Et il a bien réagi et il en a pas trop fait ou trop peu. Et on a quand même gardé notre distance hiérarchique et tout ça, mais il a accueilli la nouvelle comme il fallait et c'était pas une nouvelle qu'il a entendue juste une fois le temps de notre réunion là pendant ces quelques minutes. C'est quelque chose qu'il a gardé en compte sur les semaines et les mois qui ont suivi aussi quand on avait des déplacements par exemple. C'était plus écoute, on va voir tel client à telle date, c'était j'aimerais qu'on aille voir ce client à cette date-là. Est-ce que tu peux t'organiser pour qu'on puisse y aller? Parce qu'encore une fois, moi j'étais en garde alternée, du coup je lui avais dit, et c'était plus donc des déplacements que je subissais, mais il me permettait aussi d'être actrice de ces déplacements-là. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Une des clés qu'on peut commencer à transmettre aux chefs qui nous écoutent, qu'ils soient ou qu'elles soient en cas de séparation ou à accueillir la séparation d'un membre de leur équipe, c'est d'être à l'écoute, je pense sans jugement de cette nouvelle-là, et aussi de poser la question de qu'est-ce que je peux adapter dans le mode de travail, dans le mode de vie, et qu'est-ce que t'attends de l'entreprise en termes d'écoute, en termes d'aménagement, en termes de rythme de travail, en termes de projet, etc. Parfois, la personne, elle n'a pas la réponse parce qu'elle se l'est pas posée, parce qu'elle est peut-être toujours dans cette machine à laver, mais le fait de lui faire ce miroir de réflexion, ça peut lui permettre de poser des mots, structurer sa pensée, se rendre compte de quoi elle a besoin. Exactement, oui. Tu as écrit un post sur LinkedIn dernièrement où tu posais la question: est-ce que la séparation mène systématiquement au burn-out? Et ta réponse est: il semblerait que oui. Pourquoi oui? Et comment est-ce qu'on peut l'éviter? Cette réflexion, elle me trottait dans la tête depuis longtemps. Et en croisant les récits de nombreuses femmes et les chiffres aussi, c'est là que j'en suis arrivée à cette conclusion que oui.
Déjà, quand on n'est pas séparés, c'est hyper compliqué d'être parent en entreprise. Là, pour te parler des chiffres, il y a eu le baromètre de la parentalité de 2023 qui indiquait qu'il y a quand même 82% des salariés qui déclaraient être prêts à changer d'entreprise pour plus de services parentalité. Donc ça montre déjà qu'il y a un vrai besoin d'aide, d'amincissement de cette frontière pro-perso, je pense. Il y a aussi cette autre stat que j'ai vu passer sur LinkedIn notamment, c'est l'échelle de Holmes et je pense qu'on doit dire Rae, qui évalue le stress vécu par une personne. Et le divorce, il arrive en seconde place sur cette échelle de stress avec 73 points. C'est juste derrière le décès du conjoint qui a 100 points. C'est quand même des stats qui sont hyper intéressantes, en même temps hyper alarmantes, parce que quand t'es parent solo, cette accumulation, elle devient vraiment ingérable. D'autant que les femmes vivent en plus avec des injonctions qui sont écrasantes. Faut être une mère parfaite, faut être une bonne professionnelle, faut être une femme épanouie, faut être forte, faut pas déranger, faut pas se plaindre. Enfin, on a zéro marge d'erreur, quoi. Alors du coup, nous, on assure au travail comme on peut, on gère à la maison comme on peut, on fait comme si. Ce qui est bien, c'est aussi qu'on développe des skills de dingue, des skills hyper pointus. T'arrives à mener ta réunion pendant que t'es en train de chercher le drive. Et j'ai bien dit mener la réunion, pas juste assister à une réunion. Et voilà, donc tu te suradaptes, tu te surinvestis aussi, et tu t'oublies petit à petit. Il y a une femme qui m'a raconté son burn-out. Elle l'avait pas vu venir du tout. Ça faisait plusieurs années qu'elle était séparée, elle avait retrouvé quelqu'un et ils vivaient ensemble avec sa fille. Elle a déménagé pour se rapprocher de son boulot alimentaire parce que c'était le seul job qui collait avec ses contraintes de mère solo aussi. Et du coup, elle voulait aussi en finir avec ses 3 heures quotidiennes dans les transports qu'elle avait. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle a explosé, c'est une fois qu'elle a eu moins de transport parce qu'elle était plus en flux aussi tendu qu'avant et ce micro-changement, bien que positif, c'était celui de trop. En fait, elle est sortie de son mode survie et ce temps qu'elle a récupéré entre guillemets pour elle, elle savait pas comment le gérer et ça a ouvert la porte à tout ce flot d'émotions et de surcharge qu'elle avait accumulé depuis super longtemps. Donc du coup, je reviens sur ta question qui était donc comment le prévenir. Déjà, il faut accepter de pas porter toute cette charge tout le temps toute seule. Et c'est hyper dur parce qu'il y a aussi ces projections irréalistes qui sont issues des injonctions sociales. Ce qu'il faut, c'est apprendre à reconnaître justement ces injonctions et se questionner sur la place qu'on veut leur donner dans sa vie. L'autre chose qui est importante, ça va être de créer de la respiration dans son quotidien et se dire c'est ok si je prends un jour de congé et que c'est pas un mercredi parce que c'est le jour où les enfants n'ont pas l'école, mais je prends un jour de congé en semaine et puis ce jour-là il est pour moi et finalement j'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde ou de justifier ce que je vais faire avec ce jour de congé là. C'est important d'en parler aussi, de s'entourer. Je donnais tout à l'heure l'exemple de quand je l'ai annoncé à mon chef. Avec le recul, je me dis j'aurais dû le faire plus tôt. Parce que il y a aucune honte à parler de ça. Et puis au contraire, même, ça participe à la prise de conscience collective de ce que c'est une séparation dans la vie du salarié. Super important aussi, poser des limites, un cadre, que ça soit avec son ex-conjoint, mais aussi avec soi-même. Parce que dire non, c'est vraiment pas montrer de la mauvaise volonté, c'est aussi un moyen de pas se laisser dépasser ni d'être relégué au second plan, surtout quand c'est de sa propre vie. Et enfin, et ça c'est clé, évoluer dans un cadre qui autorise à être dans cette zone de turbulence sans se sentir en danger. Et c'est là que l'entreprise, elle a un rôle capital à jouer pour que la salariée, elle ait pas à choisir entre subir ou partir. Pour moi, du coup, accompagner les mères salariées dans leur parcours post-séparation, c'est pas juste un enjeu de santé mentale, c'est vraiment un levier aussi de fidélisation, d'égalité et de performance durable. Et en fait, on se rend bien compte que quand une entreprise accompagne ses collaborateurs dans une période de vulnérabilité, donc que ça soit la parentalité, l'aidance, la maladie, le handicap, la séparation ou toute autre difficulté, la reconnaissance et la fidélisation, la fidélité plutôt du collaborateur, elle est décuplée parce qu'en fait l'entreprise a été là dans un mauvais moment, on a accompagné, on a compris,
on a permis à la personne de vivre son moment, parce qu'en fait, la vie c'est une roue, ça tourne, et on sait bien que ce mauvais moment, il va passer. Et donc, si l'entreprise accepte ça, la personne derrière, elle sera plus engagée, et il y a moyen qu'elle reste plus longtemps, ou qu'elle en fasse, que ça soit du positif dans la relation talent-entreprise. Donc, avec l'effet Kintsugi, tu nous as promis un peu cet effet réparation dorée, et on sublime ce moment-là. Comment t'accompagnes les femmes qui vivent ces séparations? Comment tu fais en sorte que ces blessures, ces fêlures, ces cassures, elles soient sublimées, elles soient transformées en opportunités à court, moyen ou long terme? Parce que j'imagine que parfois, quand on est au tout début de la séparation, c'est compliqué. Mais voilà, comment est-ce que tu permets de réparer ces blessures et ces cassures avec de l'or? Je dirais que le gros du travail, c'est donc le coaching avec ces femmes, de leur faire changer le regard qu'elles ont sur cet épisode de vie, que ça soit plus vu comme un échec, mais vraiment comme une transformation et une opportunité de redéfinir les contours de qui l'on est et ce que l'on veut. Euh, Donc, il y a travailler aussi l'état d'esprit. exactement. Il y a ça sur l'état d'esprit. J'accompagne aussi beaucoup avec, je dirais, de l'honnêteté, dans le sens où il faut aussi accepter que la séparation, elle fait mal, c'est sûr. Et quelque part, c'est nécessaire aussi de ressentir ces choses-là. Elle peut faire du bien aussi sur certains points. Ça peut être une libération de pouvoir prendre des décisions seule, par exemple. Mais surtout, là où je concentre le travail, c'est sur révéler ces éléments de soi qu'on n'a jamais explorés ou qu'on n'a pas voulu explorer, permettre de se recentrer et de se réaligner au boulot comme dans le perso. L'idée, c'est vraiment de se dire, euh, ben, finalement, j'ai vécu pendant des années en couple, c'est quelque chose que je vois pas mal, j'ai vécu pendant des années en couple et je pensais plus moi, je pensais nous. Et du coup, quand je me retrouve seule, ben je sais même plus de quoi j'ai envie, je sais même plus bien expliquer pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi je fais ça. Et donc il y a un gros travail aussi d'introspection sur euh, qui je suis et de quoi j'ai envie. Et après, euh, l'idée c'est de travailler sur la suite et de se dire, OK, maintenant, tu as une projection de ce que t'aimes, tu commences à avoir une idée de ce dont tu as envie, comment tu vas y aller, comment tu peux faire pour y aller, est-ce que tu dois ajuster des choses avec les gens autour de toi, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour y arriver. Et c'est vraiment ça que je travaille avec ces personnes-là, c'est aussi conscientiser tout cet environnement qu'il y a autour d'elle et identifier les endroits où il peut y avoir des besoins de changement qui vont permettre d'arriver sur cet alignement. Et je parle pas d'équilibre pro-perso volontairement, je parle vraiment d'un alignement parce que pour moi, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Et équilibre, ça induirait aussi cette notion de tomber d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est pas le cas. L'alignement, il bouge et c'est OK. Et c'est juste, t'es sur ton voilier. Est-ce que t'es toujours sur ton cap? C'est ça, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les sujets que tu vas traiter avec ces femmes? Je peux te donner un exemple. Par exemple, c'est comment se réapproprier son quotidien parce que il y a des femmes qui sont dans ce tunnel depuis des semaines, des mois, voire des années où tout est centré autour des enfants. Et en fait, c'est des personnes qui sont complètement oubliées en chemin. Il est plus question de l'ex, il est vraiment question que des enfants et tout tourne autour des enfants. Et donc le travail, ça va être aussi sur la gestion de cette charge mentale du quotidien et l'organisation du quotidien sur comment tu peux faire pour te créer ces espaces de respiration dont je parlais tout à l'heure pour arriver à prendre du recul sur ce que tu veux et sortir de ce mode réactif, mais être vraiment dans un mode où c'est toi qui as le contrôle et t'emmènes ta vie où tu veux. Et c'est aussi travailler ce lâcher prise, comment voilà, décharger ça et essayer de prendre un peu de hauteur. Est-ce que tu conseilles à des personnes qui passent par une période de séparation de se faire accompagner psychologiquement, par exemple? Oui,
Si elles en ressentent le besoin forcément, mais je dirais que ça peut être hyper bénéfique, particulièrement au moment du choc. Je pense que c'est intéressant si tu veux quelque part regagner de la confiance en toi, mais aussi faire ton chemin plus vite. Je vois un peu ça comme c'est un chemin que tu vas faire de toute façon quoi qu'il arrive. C'est juste que ben peut-être qu'au lieu de le faire en 5 ans, tu vas pouvoir le faire en 3 parce que bah, tu auras eu quelqu'un pour te sortir un peu la tête de l'eau entre deux et te dire bah, mais regarde, respire un peu, regarde où tu veux aller et tu renages là où il faut. Que tu sois bien accompagné en fait, soit pas seul, soit mal accompagné, et que ça soit quand même un Exactement. chemin constructif et le plus agréable possible. Je veux bien aussi t'entendre sur le sujet du temps. T'en parles pas mal quand ton temps il est pressurisé, déjà quand t'es deux pour gérer des enfants et puis tu te retrouves toute seule et puis en plus il y a ta carrière et puis il y a le détricotage là que tu dois faire de ta vie et puis le retricot de l'autre côté, etc. Comment est-ce que quand je vis un moment de vie comme ça difficile et compliqué qui me demanderait de prendre du temps, j'accepte de le faire et je le prends de manière sereine. C'est une excellente question. En fait, je pense que la manière d'accepter de prendre ce temps déjà, c'est de voir le bénéfice que ça peut apporter. Tant que t'as pas ça en tête, tu voudras pas miser là-dessus. Tant que t'as pas compris que prendre un bain une fois que t'as couché les enfants, au lieu de retourner bosser sur ton ordi parce que il faut que tu prouves que t'es toujours dans le game, tant que t'as pas compris l'intérêt de faire ça, c'est un temps que t'arriveras pas à prendre, ou alors que tu prendras, mais que tu n'utiliseras pas, je dirais, à sa pleine valeur, parce que ton esprit sera quand même ailleurs. Et c'est ça qui est compliqué aussi quand on est dans ce mode-là. Et c'est aussi le conseil d'un mentor que j'avais eu quand j'étais dans la multinationale, qui m'avait vachement aidé moi. Il arrêtait pas de me dire be in the moment. C'était vraiment ça, parce que j'étais toujours dans la suranticipation de ok, donc là j'ai fait pause, mais du coup je suis en train de me mettre en retard pour d'autres trucs. Et en fait, donc, ce temps-là, pour arriver à le prendre, il faut en voir le bénéfice. Il faut aussi prioriser selon ce qui est important ou pas. Et c'est quelque chose qu'on perd malheureusement de vue quand on est la tête dans le guidon et puis dans ce mode survie dont je parlais. Mais vraiment réussir à prioriser et lâcher prise sur je vais pas pouvoir tout contrôler partout. Et c'est OK. Et c'est OK si j'ai pas le contrôle sur tout. Il y aura des conséquences très bien, mais je pourrais vivre avec parce qu'elles vont être minimes. Le ratio bénéfice temps, il est pas assez bien pour que je mette mon énergie là-dessus. Les journées, elles font toujours que 24 heures. Il faut se préserver aussi parce que c'est pas un sprint que tu es en train de faire quand tu te sépares, tu es vraiment sur un marathon, que tu le veuilles ou non. Enfin, sauf belle histoire où tu arrives à une conclusion où tu te remets avec l'autre parent, ce qui est très très rare. Tu seras parent solo toute ta vie et tu seras peut-être parent solo qui se sera remis avec quelqu'un d'autre, peut-être un autre parent solo, mais tu auras toujours euh, cette surcharge que tu vas absorber et le seul moyen de réussir à tenir debout, c'est de prendre ce temps pour soi aussi. De ménager ta monture parce que tes enfants ont besoin de toi et ont pas besoin d'un parent épuisé, fatigué, en burn. Finalement, c'est même plus nocif pour eux et pour ta carrière aussi derrière. Exactement. J'en discutais il y a pas très longtemps avec une amie qui s'est séparée et je lui disais qu'on allait faire cet épisode et que j'étais ravie de ça parce que même si moi je suis pas concernée, j'ai des gens autour de moi qui le sont et évidemment la situation me touche. Elle me disait qu'elle avait réussi à décompresser son agenda, son temps, etc. quand elle a compris que ce qui se jouait c'était sur un terme bien plus long que l'instant. Donc c'est exactement ce que tu dis. Le fait de courir un marathon, le fait de be in the moment. En fait, ce qui est important, c'est l'instant présent, quitte à voilà ce que cette promotion, cette augmentation, ce challenge professionnel que je m'étais mis
À court terme, en fait, juste dans ma vie, le challenge maintenant, c'est plus ça, c'est d'être bien, d'élever ma fille, mon fils, mes enfants, et de faire en sorte de retrouver un équilibre pour moi, pour eux, et on verra plus tard pour le challenge professionnel dans quelques mois, dans quelques années, et c'est ok quoi. Rebattre un peu les cartes et pas se dire qu'on continue à jouer avec le même jeu de cartes finalement. C'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, c'est très très vrai. Je ne peux que valider ça et repenser aussi à moi un des moments euh, de tilt Ouais. que j'ai eu, c'est quand je ne pouvais plus prendre le petit déjeuner avec mes enfants le matin tellement j'avais du boulot. Je me levais hyper tôt, je bossais, je prenais même plus le petit déj. Et émotionnellement, c'était devenu aussi hyper chargé parce que c'était hyper tendu au boulot. Et moi, c'est ça qui m'a fait craquer en fait. C'était quand ma fille m'a demandé mais pourquoi t'es plus là? Sauf que j'étais là physiquement, c'est parce que j'étais en télétravail en plus. J'étais là physiquement, mais j'étais pas là. J'étais plus là avec elles. Je les voyais plus. Enfin, ils étaient là, je les emmenais à l'école, machin. Je faisais tout ce qu'il fallait, mais c'était pas ça qu'il fallait en fait. Mm. Aujourd'hui, justement, tes enfants, parce qu'on a beaucoup parlé de toi, du travail, etc., les enfants dans tout ça, comment tu les as vus cheminer à tes côtés et comment ils t'ont aidé à cheminer? Mes enfants, ils étaient jeunes quand on s'est séparés. Et justement, dernièrement, je me faisais la réflexion que mon plus petit devait même pas se souvenir de quand j'étais avec son père. Il a passé plus de temps de vie avec son père et moi séparés plutôt que quand on était ensemble. Mes enfants, ça a été eux ma boussole, ça a toujours été eux ma première priorité. Ça a été aussi pour moi une grosse source de culpabilité parce que c'était pas la vie que je voulais pour eux. J'ai pas fait deux enfants pour en finir là et puis je- j'avais cette pensée en boucle qui venait qui me disait tu les as pas fait venir au monde quand même pour leur causer de la peine. Enfin ça a été hyper dur et j'ai eu ça m'a pris beaucoup de temps de changer mon regard là-dessus. Ils m'ont aidé parce que il y a des moments où, et je vais être très honnête, c'est eux qui ont pris le relais. Il y a un jour, j'étais malade comme pas possible et pourtant ils étaient encore petits quoi. Et franchement, je pouvais pas leur faire à manger. C'était pas possible. J'avais vraiment plus la force de sortir du lit. Et c'est ma fille qui a été bricoler un sandwich pour son petit frère. Alors je préfère même pas savoir ce qu'ils ont mis dedans, mais voilà. Et c'était un moment où ils ont pris le relais. Et encore une fois, à la fois, ça m'a aidée, ça m'a soulagée et ça m'a fait me sentir hyper coupable de me dire ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je vois aussi, du coup, des enfants qui savent se débrouiller, qui savent aussi accepter que c'est pas toujours comme eux ils le veulent, même si franchement c'est hyper dur leur faire entendre ça, surtout à des enfants. J'ai plutôt l'impression que je joue cette partie-là sur le long terme pour que je me dis voilà, j'espère qu'avec ça, j'en ferai aussi des adultes qui sont réfléchis et conscients que la réalité c'est ça aussi, mais finalement bah, t'arrives à t'en sortir quoi et si t'es bien entouré, tu peux en faire quelque chose de bien. Juliette, est-ce que tu as un message spécifique pour les femmes qui nous écoutent euh, et qui peut-être s'apprêtent à vivre ou ont vécu une séparation? Évidemment. Mon message pour elle, ça serait vraiment que ce moment de vie peut devenir une opportunité de se redéfinir, de réajuster ses priorités et de choisir comment s'accomplir en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que mère aussi. Ça se fera pas tout de suite, ça se fera pas toute seule non plus, ça se fera pas sans chaos, mais c'est pas réservé à celles qui font du yoga ou qui mangent des graines. C'est vraiment pour toutes celles qui tiennent debout, qui ont envie de tenir debout, même si c'est de travers. Mon message, c'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous méritez d'être soutenu, d'être considéré, d'être visible, parce que c'est très important aussi de rester visible. Et c'est pas un échec, c'est un passage.
c'est pas une raison de faire une croix sur votre carrière et vos ambitions. Et puis si certains jours, tout ce qu'elles arrivent à faire, ces femmes, c'est conduire leurs enfants à l'école sans hurler, c'est déjà une victoire. Elles peuvent en être fières. Et puis c'est hyper important de célébrer les petites victoires. Merci beaucoup Juliette pour ce témoignage et toutes les clés que tu nous livres pour accompagner ces moments de vie délicats. Merci beaucoup Sophie. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.